Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et j'interviewe aujourd'hui Pierre Lazus. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes auteur, vous êtes essayiste, vous êtes administrateur de l'Institut de victimologie de Paris et vous avez été pendant de très nombreuses années, une quarantaine d'années, directeur général de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance. Et nous allons aujourd'hui parler de l'enfance des criminels. En fait, vous avez écrit un ouvrage en 2008, L'enfance des criminels. Tous les grands criminels ont été des enfants maltraités, malheureusement épuisés aujourd'hui. Et donc, cet ouvrage montre que tous les grands criminels ont un passé traumatique. Oui, j'avais été frappé au cours de ma carrière, de mes travaux, de mes recherches, sur le fait qu'on retrouvait toujours chez certaines personnes qui avaient commis des actes criminels, et particulièrement chez des crimes d'habitude, chez des criminels en série, comme on dit aujourd'hui, le fait que leur enfance avait été marquée par des violences, par des maltraitances, et qu'il s'agissait là d'une donnée générale s'appliquant aussi bien aux criminels entre guillemets normaux, aux criminels habituels, que dans des criminels d'État. Par exemple, lorsqu'on songe à et mieux dans le genre, on va dire Adolf Hitler, Joseph Staline, Saddam Hussein, Milosevic, etc., etc. Et d'ailleurs récemment, tout à fait par hasard, je me suis plongé, si j'ose dire, dans l'enfance de Ceausescu, qui dans le genre était pas mal non plus. Et jusqu'ici, je ne m'étais pas particulièrement intéressé à lui, mais j'ai constaté que lui aussi avait eu une enfance particulièrement misérable, il a été maltraité par ses parents. Donc je me suis dit, voilà une donnée qui paraît constante. Alors honnêtement, dans une espèce de rigueur, je ne dirais pas scientifique, mais qui s'en approche, j'ai voulu voir s'il y avait des contre-exemples. Or, je n'en ai pas trouvé. J'ai toujours trouvé comme condition pour qu'un individu devienne un criminel, et encore une fois, de préférence un criminel en série, il y a toujours une enfance de maltraitance et de très grande maltraitance. Et voilà. Et ceci dit, la maltraitance dans l'enfance semble être une condition sine qua non pour devenir soi-même un grand criminel, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que tous les enfants maltraités ou victimes de maltraitance vont devenir des criminels. Ceci étant, ce serait beaucoup mieux qu'il n'y en ait pas d'enfants maltraités ou qu'il y en ait de moins en moins, ce qui n'est pas le cas. Mais enfin, ce n'est pas le fait qu'un enfant ait été maltraité dans son enfance qui conduit l'individu à devenir comme une sorte de fatum, comme une sorte de sort jeté et auquel on ne pourrait pas échapper, comme dans une tragédie grecque. Eh bien là, non, on peut y échapper, mais il faut qu'il y ait eu cette condition. Et puis qu'il s'ajoute à cette condition essentielle, primaire, d'autres éléments factuels, occasionnels, qui vont faire qu'il y aura un passage à l'acte criminel. Mais encore une fois, il n'y a pas de passage à l'acte criminel s'il n'y a pas eu une maltraitance dans l'enfance. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est plutôt les mères, plutôt les pères, ou c'est les deux parents? Ce sont Ah ben, violence en ça, institution quand on est adopté ou quel genre? ben, là, j'allais dire, règne une équité tout à fait remarquable, car alors on pourrait dire que c'est plus souvent les pères, parce que la violence physique des pères est plus fréquente que la fréquence physique des mères. Ceci étant, les mères se défendent aussi très bien toutes seules, et ceci étant, la violence et la maltraitance sont loin d'être seulement des maltraitances physiques. Je dirais même que les maltraitances physiques sont en principe, en général, les plus faciles à démasquer et à mettre en évidence. Un enfant qui est battu, qui est brûlé, qui a des marques de coups, on va pas contester en général qu'il est maltraité. En revanche, les maltraitances psychologiques qui ont des effets tout aussi redoutables, sinon dans certains cas plus redoutables. Comment détruire un enfant, encore une fois, il y a un moyen extrêmement simple et pour lequel on risque peu d'être subir une condamnation pénale, c'est, je le dis souvent aux parents
quand ils veulent se débarrasser de leurs enfants, mais ne pas encourir trop de risques. Je leur dis, écoutez, il y a un moyen très simple, ne le tapez pas dessus, parce que finalement, il y a un juge pour enfants qui va intervenir, on va voir qu'il y a des marques de coups, mais simplement, dites-lui de préférence dès sa naissance, en tout cas le plus précocement possible, qu'il n'est pas beau, qu'il est méchant. Si c'est une fille, dites-lui qu'il faudra mieux que son garçon, etc., etc. Répétez-lui, envoyez-lui en permanence des messages destructeurs, dévalorisants, etc., etc. Et au bout d'un certain nombre d'années, en général vers la puberté ou un peu avant, eh bien, l'enfant manifestera des troubles psychiques et somatiques d'ailleurs, qui risquent fort de le conduire à l'hôpital, en milieu psychiatrique, en prison ou carrément au cimetière. Et ça marche très bien par suicide. On ne s'interroge pas d'ailleurs assez sur le nombre considérable de suicides d'adolescents. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces jeunes? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Qu'est-ce qu'on leur a pas dit? Parce qu'il y a aussi la maltraitance par abstention. Maltraiter un enfant, c'est non seulement lui faire du mal, mais c'est aussi ne pas lui faire suffisamment de bien. Or, un enfant qui n'a pas été suffisamment, je reprends là un terme un peu de Winnicott, qui aimait bien ce terme de suffisamment bon, eh bien des parents qui ne sont pas suffisamment bons sont des parents qui, quelque part, sont maltraitants. Alors, je le dis un peu mezzo voce parce que déjà qu'on m'a accusé assez souvent d'être une sorte d'ayatollah des droits de l'enfant, etc., etc. Donc j'y vais mollo, parce que si je commence à dire que tout enfant pas bien traité, pas suffisamment bien traité est un enfant maltraité, je vais me tirer encore des foudres, mais je suis pas loin de le penser. Mais apparemment, ces grands criminels ont vécu des violences graves. Souvent, c'est des violences, ce sont des violences extrêmement graves. J'évoque souvent, par exemple, parce que c'est un cas princeps, si on peut dire, le cas de Peter O'Toole, pas de Peter O'Toole, Otis Toole, pardon, pardon à Peter O'Toole, de Otis Toole, qui était un criminel en série américain, dont on n'a jamais déterminé le nombre exact de victimes, mais plus de 100, certainement beaucoup plus de 100, et principalement des enfants. Et ce Otis Toole avait été violé par son père, entre guillemets, des amants de sa mère, un grand-père, une grand-mère qui était très, très dérangée, très, très toxique, l'emmenait la nuit dans les cimetières pour déterrer des cadavres et avec lesquels elle fabriquait des onguents supposés, je ne sais pas quoi, avoir des effets magiques. Et puis, une de ses sœurs, quand il a eu 7-8 ans, le déguisait en petite fille et l'obligeait à se prostituer dans des aires d'autoroute. Bon, alors après, cet Otis Toole devient criminel en série, tue principalement des enfants. Voilà, bah, je pense que le juge qui avait jugé devait être un petit peu embêté parce que à la fois il fallait préserver la société, bien sûr, mais en même temps, que faire avec un individu qui a subi des telles tortures, des telles malveillances, maltraitances pendant son enfance? Comment est-ce que l'enfant a pu se construire un psychisme à peu près convenable avec des enregistrements comme cela? Oui, c'est toujours la bonne victime et la mauvaise victime, hein. Donc, quand on dit un criminel, Voilà, c'est une mauvaise victime. Mais effectivement, oui, la plupart des gens qui commettent des actes monstrueux sont effectivement pas oui, des oui, monstres, mais ce sont des enfants des maltraités. victimes, oui, Des oui, ce sont victimes. des victimes, oui, voilà. Et d'où que la meilleure façon de réduire, de diminuer en intensité les crimes, parce que vous savez, quand même, les humains, globalement considérés, sont épouvantables, hein. On en a des exemples aujourd'hui, n'est-ce pas tous les jours. Mais il y a la guerre de 14, par exemple, me paraît tout à fait extraordinaire, dans la mesure où, quand on y réfléchit, pendant 4 ans, en France, il y a eu tous les jours, pendant 4 ans, 700 morts en moyenne, hein, 700 morts par jour, et en Allemagne, 1200 morts par jour pendant 4 ans. Comment est-ce que les êtres humains peuvent en arriver à se massacrer de la sorte? On peut se poser des questions sur comment fonctionne l'être humain. Eh bien, je pense qu'en effet, la première chose à faire, ce serait, mais je rêve, bien sûr, je rêve, c'est un fantasme, d'essayer d'élever les enfants autrement,
de traiter les enfants autrement, et notamment pour des parents suffisamment bons, je reprends mon terme de tout à l'heure, faire en sorte que les parents cessent de considérer que les enfants leur appartiennent. Vous savez, moi, je suis assez frappé quand on demande à des gens, quand on les rencontre, on leur dit qu'est-ce que vous faites, nanana, et puis souvent on leur dit est-ce que vous avez des enfants? Eh bien, je préférerais qu'on dise plutôt est-ce que vous êtes parent? Parce qu'entre l'être parent et l'avoir des enfants, il y a une très grande différence. Quand on se considère je suis parent et non pas j'ai des enfants, eh bien la relation avec l'enfant, qui même s'il est issu de moi génétiquement, etc., biologiquement, eh bien c'est un sujet à part entière dès sa naissance qui doit être respecté absolument. Oui, c'est effectivement le problème de ces enfants maltraités, c'est qu'ils sont complètement chosifiés, Bien ils sûr, sont oui. rendus à l'état de choses et Oui, c'est ce qu'ils font après avec leurs victimes, c'est aussi les bien réduire sûr. à l'état de choses. Et ce Mm. que vous dites, c'est vrai, hein, on est quand même dans un monde violent et où ce qui se passe au sein de la famille, finalement, euh, est un peu privé. On s'en mêle pas trop. Il y a quand Oui, même une bien sûr. espèce d'impunité par rapport à ça. Les gens s'en mêlent pas. Mm. Je viens encore d'avoir le cas récemment d'une personne dont la nièce est maltraitée, elle ne sait pas comment réagir. Alors que, bon, je pense qu'à un moment, il faut alerter. Et bon, Mm. je donne toujours cet exemple-là, c'est que en 1791, on a retiré du code pénal l'inceste parce qu'on estimait Oui. que c'était effectivement Mm. une dérive morale, c'était un interdit moral, mais qui ne dérangeait pas l'ordre Mm. public. Et il a quand même fallu attendre 2016, je pense, pour que ça revienne dans le code pénal et 2021 pour que ça y soit réellement. Et donc, je pense qu'effectivement, ce qui se passe au sein de la famille est souvent Bien sûr, caché et les droits des bien sûr. parents prévalent sur les droits de l'enfant. Absolument. Et d'une façon systématique, d'une façon légale déjà, puisqu'il a fallu attendre 1889 euh, pour édicter une loi de protection de l'enfance, laquelle loi prévoyait l'éventualité de retirer la puissance paternelle, puisqu'à l'époque, n'est-ce pas, c'était le père qui était le père de la famille, euh, éventuellement retirer l'autorité paternelle à un monsieur qui, etc., qui se conduisait pas bien avec ses enfants, mais c'était très rare, et puis c'était quand même une révolution. Les travaux parlementaires en France à la Chambre des députés étaient d'une violence particulière parce qu'il ne s'agissait pas de toucher à l'autorité paternelle, qu'ensuite s'est transformée en autorité parentale. N'oublions pas que nous sommes, en tout cas en Europe occidentale, pour la plupart les héritiers du droit romain et du pater familias, qui avait le droit de vie et de mort sur ses enfants, sur sa femme aussi accessoirement, mais enfin sur ses enfants à coup sûr. Et donc, c'est là une vieille tradition, et le nombre de gens qui peuvent dire ah ben ça ne me regarde pas, vous savez, c'est une histoire de famille, eh ben non. Un enfant, ça regarde tout le monde. Et il y a un devoir moral, et aujourd'hui, il y a un devoir repéré par la loi, par le droit de, non pas de dénoncer, c'est pareil, là aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on peut avoir dénoncé, mais non, on ne dénonce pas, on signale, parce que le mot dénoncer est tellement chargé négativement à la suite de certains épisodes malheureux de nos histoires, qu'on dit, ah, dénoncer, c'est pas beau. Bah si, c'est signaler est indispensable. Ces enfants, ils ont vécu des violences très précocement ou certains ont vécu des violences plutôt à l'adolescence? Est-ce que En général, en règle très générale, les enfants subissent des violences très précocement parce qu'on ne se met pas, les parents, enfin les parents, je veux aussi manipuler ce terme avec beaucoup de précaution, car pour moi, des personnes qui traitent des enfants de la sorte, qui les violent, qui les martyrisent, qui les torturent, aussi bien physiquement que psychiquement en permanence, ce ne sont pas des parents, ce sont des géniteurs. Pour autant qu'ils le soient réellement, mais on ne peut pas coller aux non-parents, aux non-pères, aux non-mères, des gens qui se conduisent comme ça. Il y a une chose qui me révolte énormément, c'est quand je lis dans la presse, et je continue de le lire, que la petite fille, on a emmené voir son papa en prison, lequel papa est emprisonné parce qu'il a violé sa fille. Donc je trouve ça hallucinant, et on continue à le faire. Donc les parents, avec des guillemets qu'il faut, non, ça commence en général tout de suite. C'est pas parce que l'enfant, en grandissant, devenant pubère, etc.,
Alors, ce qui peut se passer, c'est que des enfants se révèlent au moment de la puberté, de l'affirmation de soi particulièrement difficile. Ça existe, il faut bien le reconnaître. C'est pas facile de devenir grand. Vous savez, Dolto avait parlé du complexe du homard. Ben oui, c'est pas évident tout ça. Alors, les parents peuvent plus ou moins bien réagir en face de ça, selon d'ailleurs qu'eux-mêmes ont eu leurs propres parents qui avaient plus ou moins bien réagi. Mais enfin, ça ne tourne pas la maltraitance. Je crois que la vraie maltraitance, celle qui nie l'enfant, qui le rejette profondément, qui a envie au fond qu'il ne soit pas là. C'est pour ça que je parle plutôt de systèmes familiaux destructeurs plutôt que de famille, parce que dans certaines familles, entre guillemets, il s'agit en réalité d'une entreprise euh, très bien organisée pour détruire l'enfant. Alors, ce n'est pas forcément conscient, mais c'est exactement le résultat qu'on recherche. Et souvent, ça commence très jeune. Ça commence par trouver insupportable qu'un bébé pleure, qu'un bébé... Hein. Alors, étant parent moi-même, j'ai connu, et je pense que tous les parents ont connu, l'espèce de pulsion théorique où on a dit je vais le passer par la fenêtre tellement j'en ai marre. Mais bien sûr, mais ça c'est des fantasmes, c'est pas. Mais maltraiter un enfant, le torturer, quand vous voyez ce qu'on peut faire à des enfants, c'est épouvantable, à la fois physiquement et à la fois psychiquement, le traiter de tous les noms, le rabaisser en permanence, non, ça commence tout de suite. Non, je ne crois pas que d'un seul coup ça apparaît dans un ciel sans nuages, le gros orage. Non, je n'y crois pas. Enfin, je Oui, n'ai en pas vu plus, d'exemple comme ça. enfin, les enfants qui subissent ça, ils subissent un traumatisme personnel, mais ils subissent aussi un traumatisme du lien, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des difficultés après à établir des liens avec d'autres personnes. Et donc, il n'y a pas Bah, vraiment de tuteur de résilience déjà, j'imagine, bien dans ces sûr. familles. Et en plus, il n'y a pas de tuteur de résilience, j'imagine non plus, dans les écoles, parce que des enfants comme ça sont déjà un peu bizarres, parce qu'ils sont souvent dissociés, ils ont souvent des symptômes déjà et parfois agressifs très jeunes, et donc ils sont aussi souvent mis à l'écart au niveau scolaire, et donc on a des couches qui se surajoutent de traumatismes qui vont s'ajouter les uns aux autres. Oui, oui, absolument. J'ai un ami d'ailleurs qui avait dit, il y a bien longtemps de ça, que les enfants victimes de maltraitance devraient être, on ne devrait pas avoir le droit de leur mettre des notes ou des appréciations à l'école parce qu'en général, comme les enfants vont très mal chez eux, ils vont très mal à l'école aussi. Ça devrait être d'ailleurs un lieu de repérage pour des enfants qui vont mal et c'est quelquefois le cas, mais pas assez souvent et de loin. Mais en plus, ça devient un outil, un instrument pour les parents maltraitants. C'est-à-dire que les parents maltraitants vont dire ce gamin est insupportable, etc. Mais d'ailleurs, voyez, regardez son livret de notes, là, regardez ce que dit l'instituteur ou le prof, etc. Il dit aussi qu'il est insupportable, qu'il se conduit mal en classe, qu'il bat ses petits copains, etc., etc. Donc ça renforce la légitimation, entre guillemets, des mauvais traitements qu'il subit à la maison, sauf que les deux sont évidemment intimement liés et qu'un enfant qui est bien traité chez lui, qui est aimé, qui est respecté, ça serait quand même par quelle démoniaque intention de je ne sais qui, il deviendrait brusquement méchant à l'école. Non, peut-être qu'il peut devenir méchant à l'école parce qu'à ce moment-là, l'école devient elle-même un lieu de maltraitance. Ça arrive hein, aussi que des enfants soient déstabilisés, soient mis en grande difficulté parce qu'ils ont affaire, je pense surtout à des situations, mais enfin, c'est de moins en moins le cas, dans des internats, dans des choses comme ça, où ils étaient battus, où ils étaient punis. Je pense aux fameux internats anglais dont on n'a pas fini de décrire les dommages, surtout en matière de sexualité d'ailleurs. Mais c'est oui, mais le plus souvent, l'enfant qui est maltraité, on sent qu'il est maltraitable. C'est ça l'histoire. Moi, j'ai vu souvent des enfants, par exemple, victimes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, qui avaient été eux-mêmes et des prédateurs. Vous savez, c'est comme dans les troupeaux. Hein, le lion s'attaque à celui qui a l'air le plus faible. Eh bien, les prédateurs s'attaquent aux enfants qui ont l'air le plus faible, les plus déjà mal barrés, et ils vont s'attaquer à cela et pas à celui qui est bien dans sa peau, dont ils savent, ils sentent qu'il va pouvoir résister. Oui, on dirait qu'il y a à ce moment-là une sorte de clivage qui se fait entre une partie plus fragile, traumatisée, et une autre partie qui vient se mettre dessus et qui est une partie plus agressive et qui se défend. Oui, absolument, oui, c'est ça, oui. C'est une espèce de cuirasse qu'on met
par-dessus, parce qu'on sait que à l'intérieur, au plus profond, ça ne tient pas le coup. On sait que c'est un ensemble de fragilité, de risque d'explosion, d'éparpillement. Et donc, il faut bien que quelque chose verrouille pour que tout ça ne parte pas dans tous les sens. Et à partir de quel âge on peut remarquer des troubles du comportement agressif, du passage à l'acte? Est-ce que ça arrive tout d'un coup à l'adolescence ou Non, à l'âge adulte, ou est-ce qu'on a déjà des signes dans l'enfance qui montrent bien que l'enfant sûr, est mal parti? bien sûr, oui, bien sûr. Si on regarde attentivement des tout petits, on voit les comportements des tout petits, on voit s'ils ont la capacité d'user de toutes leurs émotions déjà. Vous savez, parce qu'on a quand même pas tellement d'émotions, on a la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et il est normal qu'un enfant passe par ces stades-là. En revanche, s'il a toujours peur, s'il est toujours en colère ou s'il est toujours triste, là, il faut commencer à se poser des questions. Donc, on voit bien la façon d'entrer en contact avec les autres, avec le monde, avec ce qui l'entoure, avec ses jouets, avec la nature, avec les animaux, etc., etc. Est-ce que l'enfant paraît suffisamment habile, suffisamment adaptable? Est-ce que son regard est un regard de curiosité et d'essai, ou bien au contraire un regard de fuite, de peur, d'agression systématique, pour qu'on puisse commencer. Alors, on ne va pas affoler tout le monde. Je veux dire, il faut aussi, là, raison garder. Encore une fois, il est normal que des enfants aient peur, qu'ils soient en colère, etc., etc. Mais c'est quand il y a une énorme prévalence de l'un ou l'autre de ces affects que ça doit poser question. Je ne dis pas que c'est la preuve par A plus B que, mais ça mérite que les gens qui sont autour d'un enfant s'inquiètent d'un comportement qui paraît un peu systématique, un peu trop trop élevé, trop fort, trop puissant, et puis se dire pourquoi est-ce qu'il fait tout le temps comme ça, voilà. Donc, à mon avis, ça se remarque très jeune, très très jeune. D'où la nécessité d'ailleurs et la capacité que devraient avoir les organismes chargés de défendre les enfants d'une intervention très précoce auprès des enfants qui sont en risque d'être maltraités. Et quand on parle de prévention, quand les enfants ont 4 ans, 5 ans, mais non, il faut arrêter, c'est très, 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 très vite, et même avant la naissance, que la société qui se doit de protéger les enfants, car si la société ne protège pas les enfants, qui les protégera contre leurs parents? Personne. Donc, c'est pour ça que les gens qui disent ah ben moi, ça ne me regarde pas, vous savez, mais si, 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 ça vous regarde. S'il y a un loup et un agneau, eh ben, le loup, il mangera toujours l'agneau. On ne connaît pas d'exemple dans lequel les agneaux mangent des loups. Donc, s'il y a un loup et un agneau, il faut protéger l'agneau. Sans ça, on est du côté du loup. Donc, voilà, il faut arrêter avec cette espèce d'esprit-là de oh, je ne veux pas m'en occuper, il faut être respectueux des droits des uns et des autres. Non, non, dans certains cas, il faut être respectueux du droit du plus faible. Alors, avant de commettre leur premier crime, est-ce qu'ils commettent déjà d'autres méfaits, d'autres délits, ces grands criminels? Oui, souvent, on voit des criminels qui commencent par des délits. Si vous voulez, l'idée, le crime est la transgression absolue, si on peut dire, puisque le crime, euh, c'est la transgression d'un des principes sur lesquels se fondent la plupart de nos sociétés. En tout cas, je parle de l'Occident. C'est tu ne tueras point. Donc, quand on commence à tuer, à s'autoriser à tuer, là, c'est un franchissement terrible. Vous savez, je me suis souvent servi des éléments bibliques pour réfléchir parce que les écrits, qui sont des écrits parmi les plus anciens que l'humanité connaisse, euh, je ne porte aucun jugement théologique, mais c'est une projection quand même. Hein, voilà. Donc c'est très intéressant de savoir. Alors par exemple, sur ces fameux 10 commandements sur lesquels s'assoient toutes les juridictions, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, etc. Je mets de côté les pays d'Extrême-Orient. Il y a ces fameux, il y a tu ne tueras point, dont les gens croient à tort que c'est le premier commandement adressé aux humains par l'Éternel. Mais c'est pas vrai. Le premier commandement, c'est tu honoreras ton père et ta mère si tu veux que tes jours sur la terre se prolongent.
Alors, ça c'est un détail, je suis un peu en dehors du sujet là, mais ce qui est quand même tout à fait intéressant de remarquer que le premier commandement adressé aux humains, c'est pas de ne pas tuer, c'est de respecter ses parents, sans condition. Tu respecteras tes parents. Ah oui, mais Seigneur Dieu, mon papa, il me fait ceci avant d'aller au lycée le matin. Est-ce que je dois le respecter? Ah, c'est pas prévu par le. Tu respecteras. Bon, et ça fait beaucoup de mal depuis très très longtemps. Bon, enfin, je reviens au deuxième qui est tu ne tueras point. Euh, Évidemment, c'est le principal. Après l'adultère, ça vient bien, bien, bien longtemps après, ce qui laisserait entendre que l'Éternel ou celui qui ont parlé, ou ceux qui ont parlé à sa place, n'était pas complètement idiot, parce qu'ils savaient bien que l'adultère, c'était quand même un peu difficile à tenir le coup. Mais en revanche, ne pas tuer, c'était la transgression suprême. Eh bien, quand quelqu'un fait une transgression suprême, en principe, et assez souvent, il y a des essais. On s'essaye à des petites transgressions, des vols, des comportements asociaux, des petites injures, des petites violences, avant de passer à l'acte vraiment. Et souvent, c'est pour ça que la justice et la prévention devraient s'intéresser de plus près, à condition d'avoir les moyens, mais enfin, on ne va pas retomber dans un discours, etc. Mais pour se dire, quand quelqu'un commence à commettre un multitude de délits, le risque potentiel qu'on franchisse une barrière beaucoup plus importante. Par C'était exemple, de la chose violence à sur dire. les animaux ou Ah oui, des absolument, violence contre humanies, les par animaux. Oui, exemple. bien sûr. Parce que prendre la vie d'un animal volontairement et par pure jouissance masochiste, sadique, bon, je ne parle pas du pêcheur ou du chasseur qui est supposé tuer parce qu'il faut qu'il se nourrisse, etc. etc. Mais regardez dans les guerres d'ailleurs, qu'est-ce qui se produit? Où les humains ont le droit, sinon le devoir, de tuer. Ils peuvent se tuer, ok, ils peuvent aussi torturer, et torturer même en dehors du supposé besoin d'avoir des renseignements. Bon, on peut dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui a mis une bombe, est-ce que je le torture ou pas, parce qu'il faut quand même que je sauve la vie de 500 personnes. Mais le plaisir de torturer par des soldats qui envahissent une ville, de violer, c'est quand même la libération d'instinct, et ils ne viennent pas de n'importe où. Est-ce qu'on a une idée de ce qui déclenche le premier crime sur un être humain chez ces grands criminels? Écoutez, je ne sais pas. Là, franchement, je n'ai pas remarqué d'éléments. En général, ce sont des rencontres, des flashs. Euh, je pense par exemple à un criminel, alors dont le nom m'échappe en ce moment, vous ne m'en voudrez pas, qui a tué énormément de femmes, notamment de prostituées, jusqu'au jour où il a tué sa mère. Jusqu'au jour où il a tué sa mère, et d'ailleurs, excusez-moi, il faut bien rire ou sourire de temps en temps. Après l'avoir tué, il lui avait coupé la tête et il avait mis la tête de sa mère sur une cheminée et il s'en servait pour jouer aux fléchettes de la tête de sa mère. C'est dire qu'il aimait beaucoup sa maman. Or, après, il n'a plus commis de crime, ce qui revient à dire que s'il avait tué sa mère pour commencer, probablement beaucoup de femmes eussent échappé au crime. On regrette donc. Alors, je pense que ce qui peut déclencher, c'est le souvenir de. C'est une situation dans laquelle on se retrouve plongé, soit par une ressemblance physique, soit par des paroles, soit par une ambiance générale. Et d'un seul coup, l'individu se retrouve replongé dans quelque chose qui lui est insupportable et qui lui permet de passer à l'acte. Alors, une fois qu'il est passé à l'acte, évidemment, là, ça s'enchaîne beaucoup plus facilement, puisqu'on retrouve assez facilement des grandes femmes brunes ou des petites blondes ou des ambiances alcoolisées dans un certain cadre, etc., etc., qui favorisent le passage à l'acte ou la traque, tout simplement. La traque, vous savez, le nombre de criminels qui vont traquer des gens, je pense par exemple à, Allègre, à Patrice Allègre, qui s'asseyait à la terrasse de café, il regardait passer des femmes, et puis d'un seul coup, il y en avait une qui correspondait à son fantasme, et il se mettait à la suivre, il essayait de la tuer. Voilà, donc c'est plutôt des coïncidences qui font que mais je dis coïncidence, c'est peut-être pas tout à fait vrai parce que c'est peut-être aussi la recherche de l'incoïncidence, c'est-à-dire se mettre en position dans des lieux, dans des situations où on a plus de chances de
trouver une situation qui correspond à notre fantasme originaire, fondateur, si on peut dire. C'est plutôt ce premier donc crime sur être humain, c'est plutôt fin de l'adolescence, jeune adulte ou plutôt à l'âge mûr, 40 ans? Qu'est-ce qu'on Que, trouve en général? que se développe le process de criminalisation, si j'ose dire. Oui. Oh oui, c'est jeune. Oui, non, moi, enfin, à ma connaissance, mais encore une fois, je sais pas tout loin de là, j'ai jamais vu des criminels qui se découvraient criminels à 40 ans ou à 50 ans, hein. En général, ça commence bien avant. Alors, il peut y avoir des obstacles physiques, physiologiques, qui fait que à 15 ans, on n'est pas aussi baraqué qu'à 35, etc., etc., où on n'a pas encore suffisamment été travaillé par nos démons internes. Mais en général, ça n'attend pas la sagesse de la vieillesse pour se déclencher, non des grands-pères qui deviennent criminels en série. J'en ai pas d'exemple. Il continue de l'être, hein. Vous prenez un type comme Émile Louis, il a continué pendant très très longtemps, mais il avait commencé jeune. Et aussi, ce qu'on ne sait pas dans l'histoire des criminels, souvent, c'est que pour un crime qui se révèle, qui est mis au jour quand il a 40 ans ou 35 ans, il y en a eu bien avant qui n'ont jamais été mises en évidence. L'adjudant Canal, par exemple, je ne sais pas si ça dit quelque chose à des personnes qui peuvent nous écouter, qui a tué énormément de jeunes militaires, puisqu'il était lui-même militaire, il les prenait en stop, ensuite il les violait et puis il les tuait. On a retrouvé quelques dizaines de cas, mais pour moi, en tout cas, il ne fait aucun doute que des disparitions qui sont toujours restées inexpliquées, euh, peut-être était le fait de cet individu qui n'a avoué n'avoir commencé qu'à à partir du moment où il y avait suffisamment d'indices pour dire c'est sûrement lui quand même qui, il y a 10 ans plus tôt, avait commis ce crime. Vous soulevez quelque chose d'important, c'est que dans les dessins animés, dans les cartoons et tout ça, les méchants, ils sont repérables, ils Ah ont oui. effectivement un nez crochu, ils sont très sombres, ils ont des vêtements sombres, ils ont des grands imperméables. Et dans la vraie vie, en fait, les gens qui sont monstrueux ont souvent un masque de normalité. Absolument, d'une grande banalité, mais je vous dis, fournirait un excellent exemple et bien d'autres. Et quelquefois même, ils sont séducteurs. Ce sont des personnes qui présentent beaucoup d'apparences séduisantes. Ils sont gentils, ils sont serviables, prenez l'exemple des enseignants euh, qui, qui font des crimes sexuels envers des enfants ou des personnes d'autorité, alors des prêtres, euh, des profs de gym, parce que les prêtres, oui, maintenant on en connaît plein, mais ce qui m'énerve un peu, c'est pas que j'ai envie de défendre la corporation de la prêtrise, mais enfin, moi, comme disaient une de mes vieilles amies, on trouve peu de pédophiles, je n'aime pas le mot de pédophile, et on trouve peu de pédocriminels dans les maisons de vieux, dans les EHPAD, hein. En général, on les trouve dans les colonies de vacances, etc., etc. Et on en trouve partout. Alors, en général, c'est ceux qu'on considère comme bien. Les parents sont prêts à chanter les louanges. Ah, mais vous savez, ils donnent des cours du soir, ils n'hésitent pas à emmener les gosses en week-end, à faire des activités sportives, etc. Ils sont très beaux, ils sont très gentils, ils sont très avenants. Ils n'ont pas cette allure épouvantable, comme on le disait tout à l'heure, du monsieur avec un chapeau, des lunettes noires et un imperméable. Parce que là, oui, on se méfie. Et les bons escrocs, d'ailleurs, d'une façon très, très générale, ceux qui arrivent à escroquer leur banquier, leur grand-mère, ils ont l'air très, très gentils, parce que si vous ne mettez pas en avant des qualités, bah, non, on va se méfier. Ah oui, ça c'est certain. On ne peut pas se fier à une apparence physique, sûrement pas. Tous ces criminels, est-ce qu'ils ont une vie sociale à minima? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont une Bien sûr, profession? Ou c'est bien sûr. plutôt... Ah non, 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 bien sûr. Non, non, bah, il faut qu'ils. Enfin, bon, il y en a quelques-uns qui étaient repérés comme asociaux depuis longtemps ou qui vivaient d'expédients, etc. Mais vous avez des grands criminels qui ont une vie tout à fait normale, hein. Voilà, ils ont un travail, ils ont un papa, une maman qu'ils ont eu, qui était en général pas bon, mais ça on ne le savait pas. Ils ont des enfants, ils ont une femme, etc., etc. Tout va bien, et encore une fois, parce que c'est une condition pour pouvoir continuer. Si vraiment on a une vie de bateau de chaise,
c'est de la drogue, de la délinquance. Oui, ben, on risque de se faire repérer, tandis que là, voilà. Et il y a nombre de femmes, par exemple, qui s'aperçoivent que leur mari, alors excusez-moi, je pense toujours ça dans le sens le mari est méchant et la femme est gentille, mais c'est proportionnellement quand même beaucoup plus souvent le cas. Ah ben je ne savais pas que, et on tombe des nues, ou les collègues de travail, ou les voisins, ah il avait l'air gentil, hein, il rendait service et tout. Bah oui, non, mais ça, non, pas du tout. Alors c'est une partie, alors on pourrait entrer là plus avant dans la psychologie des profondeurs, c'est à la fois un procédé pour ne pas se faire repérer, et puis aussi ça peut être tout à fait inconscient, c'est-à-dire qu'on est en face d'un clivage. Il y a Mr. Hyde et Dr. Jekyll, voilà, il y en a un qui est bien, qui est mal, puis d'un seul coup, c'est le tueur de la pleine lune. Hein, quand telle condition est réunie, d'un seul coup, il se transforme en loup-garou. Et c'est très bien expliqué d'ailleurs dans des contes comme ça, hein, où l'individu normal se transforme sous l'effet de la lune pleine ou pas pleine, il devient un criminel, il devient un loup. Voilà. Et ces crimes sont souvent à la fois des crimes où on tue des gens, mais aussi des crimes sexuels. Alors, très souvent, oui, très souvent, il y a soit des viols caractéristiques, soit des rituels, soit des rituels sadiques, par exemple, ou des rituels d'exposition, ou des rituels de mutilation sexuelle, euh, qui peuvent se produire post-mortem. Donc, si vous voulez, l'individu ne se livre pas à un viol au sens strict du terme ou à une humiliation sexuelle, ça arrive très souvent, mais très souvent on tue quelqu'un pour ensuite profaner un cadavre ou lui faire subir des traitements dégradants post-mortem, et en général appliqués sur les organes sexuels, par exemple des seins qui sont lacérés, des sexes lacérés ou coupés, etc., etc. Oui, la dimension sexuelle est soit évidente et manifeste, soit latente, pour reprendre des termes un peu psy, mais elle est là, derrière, et elle incite, et elle pousse à. Oui, c'est très très rare. Enfin bon, je pense à Guy Georges, là, en ce moment. Non, pas à Guy Georges, à Patrice Allègre. Guy Georges, c'est encore une autre problématique. Mais Patrice Allègre, dont la maman euh, était mariée avec un CRS qui partait donc très souvent en mission, etc. Et alors, pendant que le papa était en mission, la maman avait un nombre considérable d'amants et elle était bruyante dans ses manifestations de plaisir. Et puis, quand le père rentrait, il était très méchant, lui, il la tapait dessus. Alors, de telle sorte que ce petit garçon, pendant toute son enfance, il dormait en général avec des oreillers sur les oreilles parce qu'il ne voulait pas entendre les cris de jouissance de sa mère ou les cris de souffrance de sa mère, mais infligés par son père. Donc, il faut quand même se rendre compte de comment cet enfant pouvait euh, se imaginer comment est-ce qu'il pouvait entendre tout ça et lier ça à la sexualité. Soit la sexualité agit ici et maintenant, soit la sexualité reprochée après. Soit voilà. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il y a une espèce de barrière qui s'instaure avec on ne peut pas vivre la sexualité comme quelque chose d'apaisant, d'une rencontre amoureuse, etc., etc. Ça devient une histoire de violence, de cris, voilà. Et donc, évidemment, il tuait ces femmes euh, euh, dans des conditions tout à fait épouvantables, parce qu'il fallait qu'il retrouve ça pour l'exorciser. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver plusieurs explications. On parle souvent d'identification à l'agresseur, hein, des personnes qui effectivement pu enfant voir que l'agresseur était le tout-puissant et après, bah, c'est eux qui deviennent les tout-puissants. Les victimes sont souvent des personnes vulnérables, des enfants, des femmes ou des personnes autrement vulnérables. Oui, en général, même pratiquement toujours, parce que pour des raisons simplement purement logiques, élémentaires. Il est rare que, je ne sais pas moi, un camionneur baraqué
se fasse agresser sexuellement par... bon, c'est assez rare. Donc, même si on peut imaginer que des fantasmes nous dirigent vers des personnalités très fortes, enfin, je ne sais plus, je ne retrouve plus le nom de l'acteur là, qui était très américain, avec des super biceps, etc., etc. Ce n'est pas lui qu'on va aller attaquer en premier. Donc, il y a simplement cette raison-là, et puis il y a aussi la jouissance du pouvoir, la jouissance d'être maître du jeu, de pouvoir obliger quelqu'un à faire ce qu'on veut, à l'humilier totalement, quand on a été soi-même humilié, quand on a été soi-même contraint d'eux. Et ça, c'est une sorte de revanche qui ne s'appelle pas comme ça, qui n'est pas vécue comme ça, mais qui vient du profond, du tréfonds de l'inconscient du sujet agissant qui a besoin de défouler tout ça et de prendre la revanche, de reprendre le pouvoir sur les autres, faute d'avoir pu l'avoir sur lui-même. Voilà, j'ai pas réussi à me défendre, mais au moins l'autre, il ne pourra pas réussir à se défendre contre moi. Moi, je serai le chef. Là. Alors, on retrouve ça, par exemple, chez des individus, mais alors, sous une forme beaucoup moins cruelle, si on peut dire, beaucoup moins... par exemple, le monsieur qui est habitué à vivre, et ça c'est une blague classique, il est marié avec une femme autoritaire, imposante, etc., etc. Et puis, il se révèle un mari soumis, il est tout à fait prêt à lui apporter le petit déjeuner le matin au lit, à faire la vaisselle, etc., etc. Et puis, quand il a son bureau où il est patron, il devient d'une férocité sans nom, parce que tout simplement, voilà, il faut qu'il se rattrape. Donc, on parle de vengeance par rapport aux parents, on parle d'identification à l'agresseur, euh, on parle aussi aujourd'hui Alors, de... excusez-moi, je voulais simplement dire qu'en matière d'identification, il y a deux solutions. Hein. Il y a l'identification à l'agresseur ou il y a l'identification à la victime. Et donc, on peut aussi avoir, dans certaines situations, un enfant qui s'identifie à la victime. Alors, en général, le garçon s'identifiera à l'agresseur parce que c'est beaucoup plus souvent le monsieur qui est agresseur de la femme, et la fille s'identifiera à la victime, parce que, etc. Mais des fois, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on peut aussi, par tel ou tel mécanisme psychique propre à un individu et à son histoire, que l'individu s'identifie à la victime. Par exemple, un petit garçon qui pourrait s'identifier à sa maman victime. Voilà, ça existe aussi. Mais est-ce qu'il deviendra un grand criminel, lui? Il pourrait devenir une grande victime. Vous savez, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est quand on suit, et ce qui m'est arrivé, suivre la vie de personnes éternellement victimes, notamment de prostituées, par exemple, on s'aperçoit qu'elles ont été victimes de viols, hein, et elles continuent, et elles recherchent, parce qu'à partir d'un moment, quand même, un mariage tout à fait pourri, marqué par la violence, etc. Une fois, bon, passons. Deux fois, ça devient quand même, on dit, elle n'a pas de chance. À partir de la troisième, la quatrième fois, on dit quand même, il y aurait un... Alors, faut dire ça mezzo voce, parce que, évidemment, on va vous accuser de dire non, c'est la faute de la victime, alors. Je ne dis pas que c'est de la faute d'eux, mais c'est en tout cas adopter certaines attitudes, rechercher certains types de personnalités qui, inconsciemment, font que les personnes vont s'exposer au mauvais traitement et à la souffrance. Donc, en ce qui concerne les grands criminels, identification à l'agresseur, vengeance aussi par rapport aux parents. On peut aussi avoir cette chosification qui fait qu'on a besoin aussi de reconnaissance, peut-être. Aujourd'hui, au niveau des neurosciences, on dit aussi que les traumatismes précoces empêchent certaines zones Bien du sûr. cerveau de se développer correctement. Est-ce que vous avez d'autres explications sur ce qui se passe là, chez les grands criminels? Non, je n'en ai pas d'autres. Vous avez raison d'évoquer les neurosciences parce que ça nous a apporté beaucoup de bénéfices de compréhension, notamment en matière de psychotraumatisme, où on disait, oui, oh, on traitait ça un peu, n'est-ce pas, l'histoire du stress post-traumatique, c'était quand même traité un petit peu par-dessus la jambe, si j'ose dire. Maintenant, là, les preuves, n'est-ce pas, que certaines zones cérébrales sont
shuntés, ne sont plus activés en raison de traumatismes subis. Et récemment, j'ai entendu parler d'une étude que je n'ai pas eu le temps de renseigner vraiment, dans laquelle il y a, semble-t-il, des démonstrations prouvant la transmission biologique, n'est-ce pas, d'un stress post-traumatique, ce qui rejoint justement des travaux antérieurs qui avaient été faits par, bon, son nom m'échappe, qui avait montré des cryptes, n'est-ce pas, la transmission de trauma de génération Schützenberger, Ancelin Schützenberger, qui avait montré la transmission génération après génération de troubles, bien qu'il n'ait jamais été évoqué, bien qu'il n'ait jamais été parlé, comme si c'était génétiquement inscrit dans une lignée que telle et telle chose se reproduisait. Et on peut, en effet, probablement le mettre en avant grâce aux neurosciences. Et donc, ça, c'est un élément tout à fait important. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne Résilience Psy, donc sur cette chaîne, de Nathalie Zamateo que j'ai interviewée sur l'impact des traumas sur l'ADN, hein, donc qui étudie voilà. l'ADN et qui nous dit effectivement que notamment des gènes qui codent pour la gestion du stress vont être verrouillés et donc les gens qui ont vécu des traumas dans l'enfance peuvent moins bien gérer le stress et donc on a plus évidemment de risques de décompensation anxieuse, mais aussi de passage à l'acte éventuellement. Oui. Ok. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, non. Personnellement, pour ce qui me concerne, j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, en effet, en matière de neurosciences, ça, je n'en doute pas. C'est un domaine qui présente un double avantage. Le premier, c'est qu'il n'a pas été exploré jusqu'à présent, et c'est toujours très, très intéressant d'ouvrir des voies nouvelles. Et le second, c'est que il a une dimension, j'allais dire, de sciences dures. Moi, j'aime bien les sciences dures, bien que malheureusement, je n'ai pas été assez attentif à elles dans ma jeunesse. Mais voilà, de la physique, des maths, des machins, c'est pas contestable. Alors que dès qu'on parle de psychologie, de sociologie, bah oui, bon, d'accord, ok, mais ça paraît pas être scientifique. Et il faut quand même avouer que certaines fois, ça l'est très peu scientifique. C'est quand même de l'ordre de la projection, du ressenti, etc., etc. Alors là, si on a des éléments qui sont incontestables, il y a tel et tel gène et codé de telle façon, etc., etc., là, ça va quand même aider probablement à développer une lutte qui évitera qu'on dise « Oh, mais ça fait pas de mal, vous savez, moi, mon père, il m'a beaucoup battu », c'est ce que disait Hitler, ça, il tombait sous les coups de son père, il était évanoui, puis il disait après « Ah, mais ça m'a fait du bien parce que j'étais un enfant vraiment pas facile et tout ». On ne doute pas qu'en effet, ça a fait beaucoup de bien à Hitler de se faire taper dessus quand il était gosse. Ça fait aussi beaucoup de bien, évidemment, à toutes les victimes que ça a entraîné après. Donc, si on est sur un registre plus scientifique et moins interprétatif, c'est quand même une très bonne chose. Eh bien, un grand merci pour cet entretien qui était tout à fait passionnant. Eh bien, merci à vous et bon courage pour vos travaux. Merci à vous.